Bonjour à tous et bienvenue sur cette table ronde d'entreprise à impact. C'est une table ronde qui s'inscrit dans une série d'événements sur le monde de l'après-crise Covid-19. Puisque vous le savez, depuis 2020 et l'arrivée du virus du Covid-19, nous sommes plongés dans une crise sans précédent. Une crise d'abord sanitaire bien sûr, mais également une crise économique et sociale. Et dans ce cadre, on a été amené à repenser le monde, à le questionner, tel que nous avions conçu les modèles économiques des entreprises. Et sur ce questionnement, la notion de l'impact que peut avoir l'entreprise sur l'environnement, mais également sur la société, est vraiment revenue au cœur des débats. Et c'est pour ça que nous avons choisi de discuter de ce sujet avec 4 entreprises de l'écosystème du village, Signify, un partenaire, et 3 startups qui ont un fort impact avec Meropi, Behealth et Ficha. Malheureusement, pour les raisons techniques du confinement, François de Signify ne pourra pas être présent avec nous et nous l'aurons en visio. Je vous propose tout de suite de les rejoindre sur le plateau. Et nous voici sur le plateau avec nos 4 invités, tous de 4 entreprises qui ont un véritable impact sur la société, sur l'environnement et qui vont nous partager leur vision. Je préfère commencer tout de suite par une présentation de chacun de nos invités. François, peux-tu te présenter et présenter Signify ? Bonjour à tous, moi je suis François Larcy, je travaille comme chef de marché chez Signify. Et Signify, c'est tout simplement le nouveau nom de Philips Éclairage, la branche éclairage de Philips, qui s'est séparée et qui est devenue indépendante. Ok, super. Et Signify qui est partenaire du Village by CA et qui nous exposera son modèle qui est hyper intéressant. William ? Oui, merci Brice. Bonjour à tous. Donc moi, William Guiton, je suis dirigeant de la société Meropi. Et on développe un robot agricole à vocation de surveillance de tout ce qui va être grande culture. Très bien. À toi. Bonjour Brice, bonjour à toutes, bonjour à tous. Moi c'est Hubert, je suis fondateur de la société Ficha, qui est une solution de tri des déchets pour les habitations collectives. Bonjour à tous, Yannick Marion, société Behealth. Nous, on a créé le monde de la fabrication immédiate et au plus près du besoin. Et on a développé une technologie globale de production qui permet de pouvoir produire à la demande pour les entreprises. Ok, merci. Donc 3 startups du Village by CA et qui ont toutes un modèle avec un impact fort. La première question qui me vient tout de suite à l'esprit, c'est qu'est-ce qui a fait que vous ayez eu l'idée, au fait, comme ça, de créer une entreprise à impact ? Alors, si je peux me permettre, effectivement, de notre côté, chez Meropi, tout est parti d'un constat, c'est que aujourd'hui, dans l'agriculture, on a des pressions extrêmement fortes, positives, mais d'une part du consommateur qui a des attentes, notamment sur tout ce qui va être qualité, sur le fait d'avoir des produits produits plus localement, et surtout on a des préoccupations de la part du grand public sur tout ce qui est impact sur l'environnement en termes d'utilisation de produits phytosanitaires, de fertilisants. Et il y a un certain nombre de technologies aujourd'hui qui permettent d'avoir des solutions pour limiter les apports, on parle d'intrants, c'est-à-dire ce qu'on apporte sur les parcelles, et les limiter très fortement, et afin d'avoir des rentabilités plus importantes pour l'exploitation, mais aussi une baisse de l'impact environnemental. Et notre constat était que les solutions existantes aujourd'hui en grande culture sont adéquates sur certains sujets, mais pas sur tous. D'où la volonté d'aller développer ce robot qui permettrait de répondre à beaucoup plus d'enjeux que ce qu'on est capable de trouver aujourd'hui sur le marché. D'accord, ok. Donc c'est vraiment un constat du terrain sur l'utilisation des produits phyto dans l'agriculture qui vous a poussé quelque part à vous lancer sur le sujet. Tout à fait. Ok, super. Et du coup, pour Ficha, d'où est venue un petit peu cette volonté de créer une entreprise à impact ? Pour le coup, je pense que dans un premier temps, ça a été quand même d'entreprendre, la volonté d'entreprendre avec mon cofondateur Vincent. Et ensuite, très vite, c'est avoir du sens en fait dans ce qu'on entreprend. Donc à la base, Ficha, on voulait donc revendre des affiches publicitaires. On n'a pas perdu l'idée, mais on a pas mal pivoté. Et donc on s'est rendu compte, à l'époque, on était donc étudiants, en réalisant un sondage, la plupart des étudiants étaient sensibilisés, grâce notamment aux réseaux sociaux, à l'impact du geste de tri, mais le passage à l'acte n'était pas forcément le cas, pas forcément réalisé. Et donc, on a souhaité
trouver une solution tout simplement pour réussir ce passage à l'acte, pour sensibiliser les gens, pour gamifier l'expérience du geste de tri et donc pour faire trier les gens tout simplement. D'accord, mais avant tout, une volonté entrepreneuriale et une volonté entrepreneuriale qui a du sens. Exactement. Très bien. Et Yannick, pour Biels? Alors nous, en fait, on a eu à cœur d'apporter de la flexibilité, de la simplicité quant aux besoins de production des entreprises. Et donc c'est la raison pour laquelle on s'est dit, OK, on va organiser, on va développer et on va assembler des technologies qui vont permettre aux entreprises de pouvoir avoir une certaine immédiateté dans leur production pour pouvoir produire au plus près du besoin, sans besoin de gérer du stock, et puis pour répondre aussi à tout ce qu'on appelle, on va dire, tout ce qui est cohérence environnementale, cohérence économique et cohérence sociale, et apporter cette dynamique dans le monde industriel et répondre à ces enjeux-là. Ok, super, merci. Et du coup, François, pour Signify, tu n'es pas le fondateur de Signify, mais par contre, je sais que le modèle de Signify a beaucoup évolué ces derniers temps. Peux-tu nous en dire un petit peu plus? Quels ont été les éléments déclencheurs qui ont fait que Signify a changé de modèle et est passé sur un modèle avec un fort impact? Alors, le principal facteur de changement était une rupture technologique. Signify est devenu Signify et a quitté le groupe Philips parce que, au fond, le monde de l'éclairage a été bouleversé par l'arrivée d'une technologie qui s'appelle la LED, qui permet de faire énormément d'économies d'énergie, qui permet d'avoir des produits qui sont par essence plus durables, qui peuvent durer plus longtemps. Et donc, on a dû pivoter, nous aussi, quelque part, une grosse entreprise quand même, mais on a été obligé de pivoter pour ne pas disparaître. Et tout l'enjeu, ça a été d'adapter notre business model aux performances de nos produits. On passe d'un business model où on vendait des consommables, les ampoules, c'était le symbole du consommable, à un produit dont l'essence même est qui va être durable et qui va être sobre. Et donc, on a embrassé ce changement avec ambition, et on s'est donné comme objectif d'être l'entreprise la plus durable, la plus responsable possible dans notre domaine, d'en faire un différenciateur et au lieu de le voir comme une contrainte, de le voir comme une énorme opportunité. Et de pousser la logique jusqu'au bout, jusqu'à changer de business model, de plus vendre le consommable, mais de vendre une performance d'usage, de vendre une qualité de service et donc de transformer tout doucement la lumière d'un produit qui se jette régulièrement à un service qui se maintient dans la durée et on vient se projeter sur la durée. Ok, très bien. Donc en fait, c'est vraiment ce bouleversement technologique qui vous a poussé à faire un pivot. Et en ça, effectivement, vous êtes un grand groupe, mais vous avez eu l'agilité d'une start-up en pivotant complètement de business model. Pour vous, aujourd'hui, l'impact, ça se matérialise comment ? Alors, cette transition, l'agilité d'une start-up, c'est quand même un bien grand mot, mais cette transition vers le business model du service, vers des business models plus circulaires, nous on appelle ça l'économie de la fonctionnalité. C'est notre offre d'économie circulaire, elle est vraiment basée sur la fonction de l'éclairage. On vend la fonction un nombre de luxosols, un taux de disponibilité des équipements, des consommations d'énergie. Ça, aujourd'hui, ces business models circulaires, ça représente 16% de notre chiffre d'affaires, donc la transition, elle n'est pas complète, elle n'est pas terminée. Et on a pour ambition de la doubler d'ici 2025, donc de passer à 32% de notre chiffre d'affaires. Donc ça prend du temps. Ce n'est pas des choses qui se font du jour au lendemain, parce qu'il faut changer notre portefeuille de produits, il faut changer nos relations avec nos partenaires. Voilà, il y a tout un écosystème à changer et à adapter. Et plus l'entreprise est grande, plus c'est long aussi, mais c'est un enjeu de survie et de maintien de la performance. Et aujourd'hui, est-ce que tu dirais que c'est un avantage concurrentiel d'avoir ce nouveau modèle d'affaires ? Ouais, complètement. C'est ce qui nous permet de maintenir la valeur, en fait. Lorsqu'on regarde... Si on reste dans un business jetable, de produits jetables, de produits consommables, une ampoule qui se consomme, structurellement, le marché nous emmène
vers le produit le moins cher possible. Quand j'achète un produit, quand on est dans un business model transactionnel, le client va toujours trouver que notre produit est trop cher. Il va toujours chercher à baisser le coût du produit. Et donc, pour baisser le coût du produit, il va nous pousser à faire des produits de plus en plus low cost possible. Et si on veut sortir de cette boucle qui est infernale pour un industriel, c'est important de changer de perspective et de dire ce qui ne doit pas coûter cher, ce n'est pas le produit, c'est son usage sur une durée. Et ça, porter ces risques-là sur 10 ans, sur 15 ans, il faut que ce soit porté par quelqu'un qui peut porter les risques et on se propose de les porter. Et donc ce pivot-là, ce changement de perspective, pour nous, c'est un différenciateur très très fort et créateur d'énormément de valeur parce que non seulement on s'engage dans la durée avec nos clients, donc on a des opportunités de leur vendre mieux, plus sur l'intégralité du cycle de vie, et in fine, on va concevoir des produits de bien meilleure qualité parce qu'on sera plus pris dans ce cercle vicieux de faire des produits qui ne doivent pas coûter cher. Complètement, c'est un vrai basculement en fait de la proposition de valeur. Ce qui m'amène du coup à me tourner vers Yannick avec Biels, puisque vous aussi, avec Biels, quelque part, vous proposez une nouvelle valeur, quelque chose de complètement nouveau sur le marché pour vos clients. Oui, effectivement, nous, on souhaite finalement allier, on va dire, rentabilité et responsabilité pour les entreprises. On apporte une dimension supplémentaire à la production qui permet non pas sur un endroit donné sur la planète de produire tout un ensemble de pièces, tout un tas de pièces qu'on transporte et qu'après on stocke pour après les distribuer, et parfois malheureusement on les jette parce que voilà, le temps passe et on les a pas utilisés, à un monde où on produit uniquement ce qu'on a besoin au moment où on en a besoin et surtout au plus près du besoin. Et ce monde-là, il rentre en cohérence par rapport à l'état d'avancement de la société, où on se rend bien compte, malheureusement aussi avec les événements de la crise sanitaire, que lorsque on se retrouve dans un monde qui est complètement arrêté, les pays qui étaient liés à des niches de production ne peuvent plus être approvisionnés. Et donc certaines entreprises se retrouvent en galère pour obtenir de la pièce, pour travailler. Et donc nous, ce qu'on souhaite, c'est vraiment leur apporter la possibilité de pouvoir retrouver leur indépendance à ce niveau-là et de produire localement, de produire pour leurs clients, d'apporter un service supplémentaire à leurs clients et d'assurer finalement, sur certains cas d'usage, la réparabilité de leurs produits à vie. Ok, très bien. Alors tu m'offres une transition de rêve vers William, puisque quand on parle de production locale, évidemment, l'agriculture est un point important. Toi, William, est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur l'impact que vous permettez d'avoir pour les agriculteurs et en quoi ça leur permet de changer leur modèle et pourquoi pas, je vais reprendre les mots d'Yannick, avec pourquoi pas arriver à faire à la fois être responsable et accroître sa rentabilité. Oui, alors d'abord, si je peux me permettre, je vais revenir un petit peu parce que c'est extrêmement intéressant ce qu'a dit Yannick sur la production et le besoin de ce produit. Finalement, quand on est dans le monde agricole, on produit localement, en France en tout cas. Sur tout ce qui est grande culture, on a vraiment une puissance extrêmement importante de la France et des terroirs ultra diverses. Par contre, en termes de réponse au moment du besoin, ça ne va pas être le cas. Parce qu'on va travailler sur des cultures annuelles, que ce soit sur du blé, du maïs, de la betterave. Et là-dessus, forcément, ça implique que nous, les solutions qu'on apporte répondent à un besoin qui va être ponctuel. L'utilisation du robot, qui est censé surveiller des cultures, ne sera pas la même que l'on soit à un stade suite à un semis en novembre, que lorsqu'on aura une sortie d'hiver, on voudra remonter des informations sur de la fertilité ou d'autres informations sur des prévisions de rendement là avant la moisson début juin. Voilà. Donc ça, c'est vraiment un premier point qui fait qu'on est sur un marché particulier et pourtant sur lequel on a besoin de solutions à impact sur ce sujet. Ouais. Ouais. Et aujourd'hui, du coup, l'impact pour vos clients que sont les agriculteurs, utiliser Meropi, qu'est-ce que ça permet en termes de changement de modèle pour eux ? Alors, lorsqu'on est arrivé sur ce sujet, la question était comment est-ce qu'on peut apporter une solution sur finalement la plus vieille invention du monde, au-delà du feu, bien entendu. Mais ce qui a révolutionné aujourd'hui et sur le sujet qui existe depuis 10 000 ans, ça a vraiment été l'agriculture, avant l'écriture. Bon.
Si vous regardez les évolutions qu'il y a eu, on a vraiment eu cette révolution verte dans les années 60 qui ont permis d'apporter beaucoup de machinisme, beaucoup de chimie, qui ont subi beaucoup de critiques aujourd'hui, hein, mais qui répondent finalement à des besoins de production, des manques de main-d'œuvre. Et cette quatrième révolution, je passe les deux premières, cette quatrième révolution agricole, aujourd'hui avec les nouvelles technologies, elle permet d'aller à une échelle beaucoup plus fine qu'un raisonnement qui se faisait à la parcelle, mais en allant inspecter à l'intérieur même de la parcelle, sur laquelle vous pouvez avoir de la variabilité, que ce soit sur des types de sols, sur un historique, surtout avec des parcelles de plus en plus grandes et des personnes de moins en moins nombreuses, des machinismes de plus en plus forts, puissants. Et lorsque vous regardez tout ça, vous vous rendez compte que si vous raisonnez la parcelle de façon homogène, là, vous allez vouloir mettre soit une dose moyenne d'un produit, soit une dose optimale, maximale, et en passant avec des machines toujours plus lourdes. Et la question est, comment est-ce qu'on peut rationaliser ? Donc nous, on apporte de l'information au mètre près, de façon à ce qu'on puisse savoir quand traiter, où traiter, avec quel produit, à la bonne dose. Et sur certains produits, on est capable d'aller jusqu'à 80-90% de réduction. Ça fait autant de produits qui se retrouveront moins dans l'alimentation, qui seront moins perdus dans les sols, dans les eaux, et qui auront un impact plus limité forcément sur la biodiversité. Et là-dessus, les attentes sont fortes. Je vous parlais du consommateur, mais elles sont fortes aussi de la part des agriculteurs. Hein. Vous regardez une parcelle agricole, l'agriculteur, il n'a aucun intérêt à aller abîmer sa parcelle, abîmer son sol, l'empoisonner. C'est son lieu de travail, c'est son lieu d'habitation, c'est son terroir. Et que ça soit dans l'agriculture, comme dans l'industrie, comme dans les services, personne n'a intérêt, d'une façon ou d'une autre, d'aller abîmer son outil de travail. Oui, bien sûr. Donc en fait, effectivement, vous permettez l'optimisation et surtout de ne pas gaspiller aussi quelque part des produits phyto là où il n'y en a pas particulièrement besoin. Oui, c'est la définition même de l'agriculture de précision. D'accord, ok. Alors du coup, en termes de gaspillage, là je me tourne vers Hubert sur ce que vous faites au sein de Ficha et justement comment est-ce que vous rationalisez les déchets et quels sont les impacts à la fois sur vos clients, sur les utilisateurs. Du coup, dans un premier temps, je vais quand même bien expliquer, on va dire, la solution. Donc, Ficha, on crée des conteneurs connectés qui s'adaptent donc aux bacs de tri préexistants distribués par les villes. Et donc, on les place notamment chez nos clients, qui sont les bailleurs sociaux. Et donc, on fournit avec ça au locataire donc, une application qui lui permet donc, de s'identifier au conteneur, de déposer son déchet. Et grâce à de l'intelligence artificielle, donc, on est capable de quantifier la qualité de son tri et de le récompenser donc, en fonction. Donc là, et tout l'enjeu en fait de Ficha, c'est que notre objectif, c'est tout simplement d'optimiser un maximum le taux de tri. Aujourd'hui, en France, on est l'un des plus mauvais élèves en Europe en termes de recyclage. Selon la Banque mondiale, en 2050, il y aura plus de plastique que de poissons dans les océans. Donc voilà, c'est pour donner une petite idée. Il y a deux problèmes en réalité. C'est que le premier, c'est qu'on fait trop de déchets. Le second, c'est qu'on les trie pas assez ou on les valorise pas assez. Et donc notre devoir de citoyen, c'est en tout cas de effectivement bien trier. Et nous, notre objectif à travers Ficha, l'impact qu'on a envie de mener là-dessus, c'est effectivement d'optimiser un maximum chez notamment des populations qui sont considérées comme non trieuses par les collectivités. D'accord, ok. Toutes les quatre, vous avez tout un point commun, c'est que pour parvenir à vos objectifs, vous devez fabriquer des produits. Et là, depuis tout à l'heure, on parle de lutter contre le gaspillage, faire des choses qui durent. Quelle est votre vision aujourd'hui des produits qui durent dans le temps et comment faites-vous pour faire ces produits qui durent dans le temps ? Je vais peut-être commencer par m'adresser à François, qui du coup, avec Signify, font énormément de produits et qui en distribuent donc énormément dans le monde, donc sur lesquels forcément chaque gain a un impact très fort. C'est sûr que l'éco-conception des produits, c'est probablement le plus gros impact qu'on puisse avoir. Alors, tout à l'heure, je vous parlais d'une transition d'un business model transactionnel vers un business model serviciel. Lorsqu'on vend une performance d'usage à un client, qu'on lui garantit qu'il aura un bon éclairement, sans panne, avec la consommation la plus sobre sur longtemps,
Notre intérêt intrinsèque, c'est que ce produit-là dure longtemps, puisque nous, on ne vend que la performance d'usage. Donc, on va investir dans la durabilité du produit, et sa durabilité, elle va être liée à sa durabilité physique, mais aussi à son évolutivité. Que le même produit soit capable de délivrer un service un peu augmenté au fur et à mesure de la vie du bâtiment, c'est un risque qu'on peut prendre. Et donc, on va aussi concevoir nos produits de façon beaucoup plus modulaire pour être capable de leur ajouter des capteurs, pour être capable de leur ajouter des fonctions différentes dans la vie du produit pour changer la nature du service et pour suivre au mieux possible que le service suive le besoin de chacun de nos clients. Et donc, l'éco-conception, c'est produire des produits qui sont durables et sobres, mais aussi qui sont évolutifs. Et cette conception modulaire est extrêmement importante. Et c'est nous qui sommes les plus à même de porter ce risque. Encore une fois, dans le changement de business model, il y a une notion de transfert de risque. Et ce n'est pas au client d'anticiper comment son service pourra changer, quoi. Ouais, je comprends parfaitement. C'est vrai qu'on entend très souvent parler d'éco-concevoir des produits, mais cette notion d'évolutivité, on entend un petit peu moins parler. Pour vous, en tant que start-up, qui avez des produits, typiquement pour Ficha comme pour Meropi, est-ce que vous avez déjà intégré cette notion d'évolutivité de vos produits, alors que vous êtes déjà à un stade de démarrage ? Je réponds. Alors, dans un premier temps, effectivement, je voulais revenir sur le fait que nous, l'éco-conception, effectivement, on l'a fait, je l'ai dit tout à l'heure, notre produit s'adapte au bac de tri. On n'a pas voulu réinventer le système de collecte des déchets. On s'est posé, on a regardé ce qui était déjà réalisé par les collectivités, notamment les industriels de la collecte. Et donc, on a créé ce produit qui s'adapte au bac de tri, et donc pas tout simplement pour jeter les bacs de tri et en remettre d'autres. Et ensuite, effectivement, c'est un travail, on va dire, continuel. Ça fait déjà deux études justement d'éco-conception qu'on est en train de réaliser, puisque l'objectif, c'est toujours avoir un impact minime justement dans la création, dans la production, nous, de notre produit. Et ensuite, on va avoir un impact maximal justement dans l'optimisation, dans la sensibilisation des gens au tri sélectif. D'accord. Et William, du coup, sur la partie robotique, que ce soit en évolutivité ou peut-être en éco-conception en fabriquant localement, est-ce que c'est déjà des choses que vous avez pris en compte ? Alors, je vais revenir sur l'éco-conception là dans ma deuxième partie, mais je vais d'abord, par rapport à Ficha, effectivement, ce qui vient d'être expliqué, c'est très très pertinent. C'est-à-dire que on entend que finalement, ils ont cherché à aller s'intégrer dans un système déjà existant. Et c'est vrai que nous, on n'est pas là aujourd'hui pour aller révolutionner l'agriculture. On n'en a pas l'ambition, on n'en a pas les capacités. Et ce n'est pas les attentes, que ce soit d'un grand public comme du monde agricole. On est là pour venir apporter des solutions qui pourraient faire des petites réformes ponctuelles avec un impact le plus fort possible. Donc ça, savoir s'intégrer sur un système existant et en apportant des clés, des solutions là où elles sont possibles, oui, clairement, on est d'accord. Par rapport à ce qu'a dit François, il a dit deux termes qui nous définissent, nous, chez Meropi. Ça va être premièrement la durabilité. Nous, ce qu'on vise aujourd'hui, c'est la durabilité de l'exploitation agricole, c'est-à-dire la rentabilité, la qualité de vie de l'agriculteur et bien entendu la limitation de l'impact sur l'environnement. Et deuxième terme important, et là je reviens sur le sujet de l'éco-conception, c'est la sobriété. Aujourd'hui, nous, on n'est pas là pour faire du technology push, c'est-à-dire créer une technologie pour de la technologie. Ce n'est pas les attentes et on n'est pas sur une démarche aujourd'hui qui va être intéressante et qui aura un impact fort sur l'environnement. Au contraire, faire de la sobriété, ça permet d'avoir une solution qui soit sans chichi, qui soit utile, qui fasse une tâche précise mais qui la fasse bien, avec des matériaux abordables, des matériaux derrière qui permettront d'avoir un robot qui soit extrêmement accessible. Forcément, l'endettement des agriculteurs est un sujet qu'on a vraiment à cœur et Dieu sait comme les temps sont difficiles pour le monde agricole.
Et lorsqu'on aborde par contre le sujet de l'éco-conception, je dois vous avouer que dans la technologie, c'est pas toujours facile, surtout à notre stade. On fait du prototypage, de la R&D, du développement. On n'a pas aujourd'hui l'occasion d'avoir des produits, des pièces série sourcées industrielles. On est sur des produits qu'on achète aujourd'hui sur des places de marché, en ligne. Qui viennent de France pour partie, d'Europe pour partie, de Chine. Et honnêtement, si vous regardez derrière les coûts d'approvisionnement de ces matériaux, il faut qu'on soit capable, avec le budget qui reste toujours limité, de pouvoir innover à des prix abordables. En termes d'éco-conception, aujourd'hui, pour être honnête, je ne peux pas dire que c'est ce qui nous drive dans la R&D. Forcément, à terme, et je pense que c'est l'ambition de toute start-up ou toute entreprise, qu'elle soit française ou européenne, c'est d'aller réussir à s'approvisionner le plus localement possible et surtout qualitativement. Voilà, vraiment. Tu pointes du doigt quelque chose qui est très important, qui est effectivement la notion de... Est-ce que le tissu industriel français permet encore aujourd'hui de pouvoir construire un produit de A à Z 100% en local avec un coût qui est compétitif. Yannick, tu connais très bien ce tissu industriel français et quelque part, au travers de BIES, vous œuvrez à permettre, à faire en sorte que localement, on puisse produire de plus en plus de choses sans avoir à outsourcer ailleurs. Quelle est ta vision, toi, un petit peu du sujet de produire avec une éco-conception, produire responsable et produire localement ? Alors, connaître bien le monde industriel français, je n'en ai pas la prétention, mais je connais 2 ou 3 petits trucs. Ce que je pense, moi, c'est qu'aujourd'hui, on arrive à un moment où on rentre dans une transition manufacturière. Cette transition manufacturière, elle est possible notamment par la technologie. Et c'est par la technologie que finalement on simplifie l'accès à l'industrialisation, qu'on simplifie la possibilité de pouvoir produire localement, ou au plus près du besoin, qu'on favorise la créativité des entreprises, qu'on va même permettre à des gens de pouvoir lancer des entreprises à impact, parce que maintenant c'est simple de produire. Bien évidemment, avec le cloud manufacturing, c'est sur quoi nous on s'appuie pour pouvoir permettre à nos clients de produire. Bien évidemment qu'on ne peut pas tout produire. La carte électronique, ce n'est pas encore quelque chose qui est faisable. Mais une chose qui est sûre, c'est que cette façon de produire, elle a tellement de sens sur le plan environnemental, sur le plan sociétal et sur le plan économique, que de plus en plus, on va être en capacité de pouvoir produire tout un tas de choses. Bien évidemment, aujourd'hui, ça se réduit à un ensemble de pièces qui représentent quand même certains milliards de pièces sur la planète, mais on va encore pouvoir augmenter ce panel de pièces éligibles. Nous, ce qu'on se rend compte, c'est que rien qu'aujourd'hui, sur les pièces qui sont éligibles, en moyenne, nos clients économisent 70% de TCO. Le TCO, c'est quoi ? C'est le coût total de possession d'une pièce. Et c'est significatif, 70%. 70%, ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'en produisant à côté de chez soi, on gagne de l'argent ou on en économise. Et ça, on peut arriver à le dupliquer sur tout un ensemble de choses. Et ces 70%-là, on les mesure aujourd'hui sur des pièces qui sont existantes. C'est-à-dire qu'on part du passé pour créer l'avenir. Aujourd'hui, on est en capacité maintenant, avec BIELS Cloud Manufacturing, de pouvoir déjà anticiper l'avenir dès à présent quand on crée un nouveau produit. Et donc, ce petit potentiel de pièces qui était avant éligible va grandir au fur et à mesure et on va être en capacité maintenant de pouvoir effectivement produire de plus en plus local, de plus en plus au plus près du besoin. Nous, on a aussi à cœur dans notre mission de contribuer à la réindustrialisation de la France. On veut permettre à l'industrie française de pouvoir briller aussi à l'international en simplifiant l'export. Et donc, on pense vraiment chez nous qu'il va y avoir un mouvement global de transformation du manufacturing qui va amener finalement à redistribuer les cartes du manufacturing à l'échelle mondiale. Redistribuer les cartes, et puis tu l'as dit peut-être, j'aime bien cette idée de créativité et de dire que plus il sera facile de créer des produits localement, plus finalement on poussera la créativité des entreprises qui aujourd'hui, on le sait, sur les startups, on entend beaucoup parler de startups logicielles, un petit peu moins de startups qui font des produits en France. Et donc pour toi, vraiment, les métamorphoses du manufacturing permettront
demain de créer plus de startups sur des produits physiques? Oui, complètement. C'est peut-être un gros raccourci, mais aujourd'hui, pour faire une boîte du soft, c'est simple, hein, il suffit d'avoir un PC. Quand on fait du hard, c'est beaucoup plus complexe. Il faut avoir de l'argent. Pourquoi ? Parce que si on caricature un peu le système, avant de pouvoir vendre la première pièce qu'on produit, donc il faut la designer. Donc ça, c'est toujours le cas avec le cloud manufacturing. Mais par contre, après, il faut avoir un outil de production. Donc si on part sur de l'injection plastique, un moule, ça peut vite coûter plusieurs dizaines, voire centaines de milliers d'euros. Une fois qu'on a fait ça, il faut sourcer un prestataire qui est en capacité de pouvoir produire. Généralement, quand on continue dans la caricature, on part en Chine. Ensuite, il y a un minimum de commandes. Donc il faut peut-être faire 50 000, 100 000. Tout ça, ça a un coût. On rapatrie tout ça, donc il y a du transport. Il faut le stocker, donc il faut payer du stockage. Et une fois qu'on a fait tout ça, on peut commencer à en vendre une. Aujourd'hui, nous, ce qu'on propose, c'est la possibilité de produire uniquement ce qu'on vend. Et donc, par ce changement de paradigme-là, oui, on est convaincu que ça va permettre à des gens de s'épanouir, d'apporter de nouveaux produits sur le marché et de pouvoir aussi favoriser la créativité, la recherche et développement et le développement des entreprises. Très bien. Et du coup, est-ce que ça vous parle, vous, en tant que startup, justement, ces premières étapes pour créer ces premiers produits? Vous êtes des startups qui vous êtes lancés sur du hardware au démarrage. Est-ce que ce que dit Yannick, ça résonne en vous? Pour moi, ça résonne parfaitement, pour le coup. Il a très bien résumé la situation. Je suis complètement d'accord. C'est vrai que le software, pour le coup, c'est beaucoup plus simple que le hardware. Ensuite, j'aimerais bien rajouter quand même que l'avantage, on est à Grenoble, c'est quand même un bassin au niveau technologique et industriel assez conséquent. Donc, nous, on a l'opportunité justement de créer notre poubelle maximum. Donc, tout ce qui est hardware, c'est à pas plus de 30 km justement du territoire grenoblois, ce qui est énorme. C'est super cool pour cela. Et ensuite, effectivement, je rejoins un peu William sur ce qu'il disait tout à l'heure. Effectivement, dès qu'on commence à parler électronique, là, pour le coup, on peut passer à l'échelle européenne, voire internationale. Donc, effectivement, on prend en compte cet impact-là. Et l'objectif, c'est toujours, comme je l'ai dit tout à l'heure, mais de le réduire un maximum. Et pour toi, William? Oui, non, clairement, on ne peut pas mieux résumer les contraintes qu'on a aujourd'hui que ce qu'a dit Yannick. Nous, aujourd'hui, c'est vrai que lorsqu'on regarde un petit peu dans l'avenir, on va faire quelques dizaines d'unités pour la fin de l'année. Donc, c'est des choses qu'on ira fabriquer dans notre atelier. Mais voilà, on a eu l'occasion déjà de discuter avec Biels, on regarde de très près ce qu'ils font. Déjà, on a la chance en France d'être sur un espace qui a énormément de dynamisme technologique avec beaucoup d'innovations sur le sujet. Et je pense que l'industrie va beaucoup évoluer de cette façon. Et ensuite, oui, voilà. Je voulais dire qu'on a aussi une chance importante en France. Je ne sais pas à quel point c'est développé dans d'autres pays européens. C'est qu'on a un maillage relativement fin en termes de Fab Lab, tout ce qui va permettre d'accéder à du matériel de haute technologie, de l'imprimante 3D, ne serait-ce même que des postes à brasage, tout le monde n'a pas ça chez soi, pour aller faire du hardware, pour aller plus loin, innover dans l'industrie, et ça en partant d'un concept de base et sans avoir à débourser des milliers et des milliers d'euros. Chacun peut aller tester, innover, itérer, et voilà. Il faut qu'on garde cette chance en tête quand même. Ouais, tu as raison. C'est vrai qu'effectivement, il y a quand même une lame de fond qui vise quand même aujourd'hui à faciliter la création comme ça des premiers produits, que ce soit avec des Fab Labs, avec l'impression 3D par exemple. François, pour Signify, je sais que vous utilisez beaucoup d'ailleurs des technologies innovantes avec l'impression 3D pour produire vos produits. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus en termes de technologies utilisées pour avoir des produits qui sont durables, mais également peut-être en termes de localisation de la production et de stratégie? Alors, ouais, tout à fait. En termes de localisation de la production, pour nous, c'est pas forcément un objectif en soi. Ce à quoi il faut être très attentif, c'est quand même d'être toujours dans une dynamique de création de valeur pour son marché ou pour ses clients. Et en fait, c'est plutôt le produit ou la méthode de production qui est une conséquence de cette création de valeur. Et pour répondre plus explicitement à ta question, lorsqu'on se met à concevoir des produits extrêmement durables, mais au sens physique du terme, c'est-à-dire un produit qui dure 15 ans, par exemple, 20 ans,
on a été assez vite confronté à une certaine obsolescence qu'on n'avait pas du tout anticipée, c'est l'obsolescence de design. Un luminaire, c'est un objet qui fournit de la lumière, qui permet d'éclairer un espace, mais dans beaucoup d'endroits, dans des endroits d'hospitalité, des hôtels, des restaurants, des boutiques, c'est aussi un élément de décor de l'espace. Et un luminaire qui dure 20 ans, c'est pas exactement ce qu'on cherche quand on cherche à avoir un espace qui est toujours un peu à la mode, un peu trendy, enfin, qu'on veut attirer des clients par le design. Et donc, on a été très vite pris en étau entre la durabilité des produits et la nécessité de rafraîchir le design. Et certains de nos clients nous disaient, mais finalement, nous, on peut jeter le produit au bout de quelques années, ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens d'acheter des produits aussi bien conçus, aussi durables. Et donc, on a repensé notre conception produit, on est vraiment dans l'éco-conception, sur l'intégralité de son cycle de vie. Et c'est là que l'impression 3D a été une réponse, parce qu'en fait, autant avant, on était sur un luminaire duquel on changeait régulièrement la source lumineuse à l'intérieur. Là, on s'est dit, finalement, la source lumineuse, le moteur lumineux, ce qui crée de la lumière, c'est très durable, mais ce qu'on va changer, c'est l'aspect. Et c'est la construction, l'enveloppe extérieure du luminaire. Et on va pouvoir réutiliser la source lumineuse qui est très durable dans différents aspects, dans différentes enveloppes. Et si on pousse la logique jusqu'au bout, si en fait la performance qu'on vend à nos clients, c'est une performance de design, c'est la capacité de changer son design régulièrement, alors la fabrication additive, c'est un outil fantastique parce qu'on peut faire des formes à l'envie, quasiment à l'unité, avec des matériaux très différents, des aspects très différents, des textures, des formes. Et donc, on se dote d'un outil qui est capable d'offrir du design, de faire de la customisation durant la vie des produits, durant la vie du service qui s'associe au produit. Et la fabrication additive, c'est un parfait exemple. Aujourd'hui, on a 6 usines, c'est plutôt une par grand continent, une ou deux par grand continent, on en a 2 en Europe. Alors, on n'a pas poussé la logique encore aussi loin que Biels nous l'a suggéré d'externaliser cette fabrication. On est encore un industriel un peu... on veut garder pour l'instant la maîtrise de la fabrication, conception surtout la fabrication des produits. Mais c'est quelque chose qui est aussi dans l'air du temps. Finalement, est-ce que notre métier à nous, c'est de posséder un parc d'imprimantes ? C'est une excellente question. Qui pour l'instant, elle a été répondue dans le sens où oui, on la possède, mais la question reste posée en fait. Et je pense qu'il ne faut pas être dogmatique sur le sujet. Ouais, complètement, on le voit bien au travers de ce que tu nous dis. Vous évoluez dans une société qui évolue aussi, avec des technologies qui évoluent, des besoins des clients qui évoluent. Aujourd'hui, justement, quel est votre regard sur l'évolution de la société et sur cette durabilité ? Alors c'est une question hyper large, mais pour donner une réponse assez succincte à la question, c'est vraiment une question de perspective. Si on pousse nos clients à une logique transactionnelle, c'est-à-dire à acheter un produit, on est toujours dans la même logique d'un produit. En fait, je ne vais pas investir en tant que client beaucoup d'argent dans quelque chose qui sera vite obsolète, soit parce qu'il n'est pas durable, soit parce que son design change, soit parce que je ne maîtrise pas la façon dont il va être utilisé. Et donc, je vais acheter du low cost, et donc je vais acheter du jetable, et donc je vais créer plus de déchets en tant que client. Et donc, nous, toute notre stratégie, c'est d'amener les clients à se projeter sur le long terme et à ne pas porter tous ces risques-là d'obsolescence de leurs produits. Complètement. D'obsolescence ou de non-durabilité. C'est une question de partage de risques. Nous, on est tout à fait prêts et on va créer de la valeur en portant le risque qui est inhérent à nos produits, à cette obsolescence, à cette durabilité. Et si ça crée de la valeur pour nos clients, il n'y a aucune raison qu'ils n'y aillent pas. Et on le montre en faisant des économies d'énergie grâce à la LED. On apporte énormément de valeur à nos clients. Et comme on leur garantit sur des durées très longues, on leur apporte énormément de valeur pendant très longtemps. Et donc, il n'y a aucune raison de ne pas aller vers ces business models-là. Mais il faut porter le risque. Ouais, c'est super intéressant ce que tu dis, dans le sens où du coup, vous êtes moteur aussi dans le changement des modes de pensée de vos clients, de l'environnement. Vous, en tant que start-up,
Est-ce que c'est quelque chose que vous ressentez également par rapport, que ce soit au cadre législatif, au comportement des personnes? Par exemple, je pense tout de suite à Ficha, qui est sur le tri des déchets et qui s'adresse à la fois à des personnes qui possèdent des bâtiments et à la fois aux personnes qui vont jeter finalement dans la poubelle. Qu'est-ce que tu en penses? Quelles sont un petit peu quelle est ta vision sur le sujet? Alors effectivement, c'est un peu large, mais pour le coup, l'avantage, c'est que on observe, comme je l'ai dit tout à l'heure, une certaine sensibilisation. Notamment, il y a les réseaux sociaux, la crise sanitaire dont on parlait tout à l'heure, qui fait prendre conscience des choses. Ensuite, il y a aussi une seconde chose, c'est que nous, nos clients, ils ont un réel problème aussi de gestion, de fluidification de la gestion des déchets. Donc, notre objectif, effectivement, c'est de faciliter cette gestion-là. Et en plus, effectivement, il y a le cadre légal qui arrive. Donc, pour le coup, pour nous, donc, en 2022, il y a la taxe incitative qui apparaît. Donc, très succinctement, mais c'est tout simplement une taxe qui va nous faire payer en fonction de la production de nos déchets. Donc, même sur ce stade-là, on commence à avancer. Effectivement, ça prend du temps, hein. On va pas se mentir. Mais on voit qu'il y a une évolution de la pensée qui tend justement à sensibiliser les gens, notamment sur leur production de déchets. Ça avance dans le bon sens, entre guillemets. Et mon objectif, c'est que ça avance le plus vite possible. Et c'est pour ça aussi qu'on a donc créé Ficha et toujours être dans cet engouement-là d'optimiser les ressources que l'on a. Donc effectivement, il y a un cadre législatif qui avance sur ce sujet, mais vous avez vraiment la volonté de modifier les comportements et de faire en sorte que quelque part, ça avance plus vite. L'objectif, c'est que ça avance toujours plus vite. J'avoue que j'avais fait, avant d'étudier à GEM, donc Grenoble École de Management, j'ai fait donc un master en économie appliquée, spécialité développement durable. Et j'ai fait ça que 6 mois parce que c'est vrai que c'est assez compliqué. Donc chaque jour, j'allais en cours et on me disait en 2050, c'est fini. En 2050, c'est terminé. Toutes les tendances, à chaque fois, 2050, c'était tendu. Donc l'objectif, c'est de dire non, on va apporter notre pierre à l'édifice et on va faire tout pour que justement en 2050, ce ne soit pas fini. Voilà. Avec Ficha, c'est pas fichu, on aime le dire, donc c'est dit. Bel objectif. William, on entend souvent parler de politique agricole, même parfois un petit peu de bashing envers les agriculteurs. Est-ce que toi, tu peux nous en dire un petit peu plus justement sur l'avancée à la fois de vos clients, sur ces notions de durabilité, d'utilisation moins de phyto, et puis également peut-être du législateur? Alors, en fait, là, on est vraiment face à des sujets complexes. Nous, aujourd'hui, notre cible clientèle, elle n'est pas forcément chez l'agriculteur, elle est vraiment orientée vers tout ce qu'on appelle les organismes de conseil agricole, que ce soit les chambres d'agriculture, les coopératives, les négoces agricoles. Et ces structures ont en général 2 métiers. Elles vont faire de l'approvisionnement aux agriculteurs, c'est-à-dire de la vente. Ça peut être de la vente de semences, ça peut être de la vente d'intrants, les semences étant des intrants, mais de fertilisants, de produits phyto, évidemment. Et derrière, vous avez ce deuxième métier qui est le conseil. Bon, je n'irai pas trop dans le détail. Ce conseil, c'est simplement dire, tiens, aujourd'hui, tu devrais avoir telle stratégie pour ton exploitation, ou tu devrais aujourd'hui, ou d'ici la semaine prochaine, appliquer plutôt tel produit, parce que là, tu as un risque. Et vous avez la législation qui évolue et qui va faire que les organismes devront choisir entre l'un ou l'autre de ces métiers. Donc déjà, forcément, ils ont besoin de solutions pour s'adapter à ces transformations avec un impact fort aujourd'hui du législatif. Et ces décisions, elles sont prises pour, d'une certaine façon, apporter des solutions, ou au moins essayer de trouver des solutions de façon à limiter l'utilisation des produits phyto. Vous saviez qu'on avait le plan Ecophyto qui avait pour ambition de limiter à moins 50%, je crois, l'utilisation de produits phyto en France. On n'y est pas du tout. Aujourd'hui, on n'y est pas du tout. On parle d'agribashing, ok, mais derrière, vous regardez les agriculteurs, c'est pas facile. Je vais prendre l'exemple des néonicotinoïdes, on en a beaucoup parlé, et qui auraient dû être interdits, puis finalement, l'interdiction a été reportée. Vous avez d'un côté des résidus de néonicotinoïdes qu'on va retrouver dans la plante. Forcément, c'est un traitement de semence et le but, c'est qu'elle soit dans la plante parce que lorsque l'insecte va venir la manger, il soit tué immédiatement. Et on a un impact fort derrière, en tout cas les études le montrent, sur la population d'abeilles. Donc, on dit, on va mettre ça de côté. Le problème, c'est que derrière, on n'a pas de solution. Les agriculteurs n'ont pas de solution.
On a dit, écoutez, l'agrochimie, vous aviez 5 ans pour en trouver. Peut-être qu'il y a des développements sur le sujet, mais dans les mains des agriculteurs, on n'a pas ça. Donc, pour la production de betteraves, vous avez des agriculteurs qui n'ont pas le choix d'utiliser ces produits dans le modèle économique actuel. Attention. Et c'est pour ça qu'il faut leur trouver des solutions pour leur apporter des moyens de façon à réduire, quitte à l'utiliser, à réduire... pas forcément sur ce produit, mais au moins la quantité, potentiellement la dangerosité de ces produits. Et tu parlais de politique agricole commune. On a, avec les dernières élections européennes, et ensuite une nouvelle PAC, avec le nouveau budget européen qui s'est mis en place, une nouvelle PAC qui s'est fait extrêmement ambitieuse sur l'aspect environnemental. Et on a beaucoup de transformations qui vont arriver avec des incitations auprès des agriculteurs, des incitations financières pour limiter l'impact sur l'environnement. Aujourd'hui, on verra comment les choses vont évoluer sur le sujet. Nous, on essaie de se placer en fonction, mais avec toujours cet objectif de durabilité, mais au risque derrière d'indépendance alimentaire aussi. Donc, il y a énormément de questions, il y en aura toujours, mais voilà, c'est un sujet qui n'est vraiment pas facile. Ouais, effectivement, c'est un sujet avec de multiples facettes. Et en tout cas, vous avez trouvé un biais hyper intéressant tout de même pour l'adresser avec Meropi et de pouvoir permettre justement la limitation d'utilisation de phyto tout en accroissant, pourquoi pas, la productivité. Yannick, toi, de ton côté, du coup, tu es sur une technologie quelque part d'avant-garde avec l'impression 3D. Vous poussez le sujet même avec le cloud manufacturing encore plus loin. Ta vision sur l'industrie, est-ce qu'elle est prête? Comment elle se positionne par rapport à tout ça? Alors oui, effectivement, BL's Cloud Manufacturing s'appuie aujourd'hui sur la fabrication additive, donc l'impression 3D industrielle, pour pouvoir permettre à ses utilisateurs de produire. On utilise aujourd'hui la fabrication additive pour 3 grands principes, parce qu'elle rassemble 3 choses. La flexibilité de production, donc on peut produire de l'unité à la grande série. On peut produire dans un même cycle de production différentes pièces pour différents clients. Donc c'est en ça qu'elle est flexible. C'est immédiat, parce qu'il n'y a pas besoin de créer un outil de production pour pouvoir produire. Il suffit d'avoir un ensemble d'éléments qui permettent de produire la pièce au cahier des charges. Et la troisième, c'est que peu importe où est-ce qu'on met la machine sur la planète, elle fera le job. Et donc aujourd'hui, le cloud manufacturing tel qu'on l'envisage chez BL's s'appuie sur ces 3 piliers-là. Donc on assemble des technologies de production qui répondent à ces 3 piliers. Aujourd'hui, effectivement, il n'y a que la fabrication additive qui y répond. Peut-être demain, il y aura autre chose. Donc on viendra aussi plugger ça à BCM. Pour ce qui est du côté près du monde industriel, je pense que, bien évidemment, dès qu'il y a un modèle économique derrière, le monde industriel, il est prêt. C'est la raison pour laquelle je disais au tout début, nous, ce qu'on veut allier, c'est rentabilité et responsabilité. On se rend compte aujourd'hui que la façon de produire qui est traditionnelle, dans certains cas d'usage, est de moins en moins adaptée. Elle est moins adaptée pour des raisons économiques, elle est moins adaptée pour des raisons écologiques. Et puis elle vient mettre en place des bouleversements sociaux à l'échelle planétaire. Et je pense qu'il y a une volonté des industriels de pouvoir se réinventer ou envisager l'avenir autrement pour pouvoir assurer une pérennité dans leur fonctionnement et leur activité. Mais je pense qu'aussi, il va y avoir une pression à la fois du client, donc ça peut être le consommateur final, mais ça peut être son client aussi industriel qui veut avoir aussi, lui, un impact dans son secteur. Et donc, en ayant un impact, il va avoir un impact sur ce qu'il propose, mais aussi sur ce qu'il utilise. Et donc, il va y avoir un mouvement global qui va finalement être vertueux et accompagner les industriels à utiliser des technologies qui ont du sens, qui sont bons pour la planète, qui sont bons pour leurs consommateurs. Et je suis plutôt optimiste sur le fait que si on apporte une solution qui est simple, flexible et immédiatement rentable, l'adoption se fera de plus en plus vite. Je comprends tout à fait. Et tu parles effectivement d'une évolution globale dans la société, que ce soit les clients, les fournisseurs, etc. Est-ce que vous valorisez autrement en interne votre impact, par exemple auprès des collaborateurs? On le sait, aujourd'hui, les nouvelles générations sont de plus en plus sensibles à ces sujets-là, de travailler avec du sens, en tout cas que leur travail ait du sens.
Est-ce que le fait d'être une entreprise avec une volonté d'impact fort sur l'environnement, sur la société, aujourd'hui, c'est un driver pour vous et que vous arrivez à valoriser auprès de vos collaborateurs? Alors oui, effectivement, ça fait partie on va dire des éléments pour lesquels certains de nos collaborateurs nous rejoignent. D'ailleurs, je dirais presque l'ensemble des collaborateurs nous rejoignent. Au-delà du côté techno, du côté sexy de l'aventure Biels, il y a effectivement la raison d'être. Et cette raison d'être, en fait, elle se met en évidence par ce qu'on permet de faire aux clients et notre part contributive à la réussite des projets de nos clients dans une dimension impact. Et c'est clairement dans ce sens-là que certains de nos collaborateurs nous rejoignent, qu'il y a un engouement à l'innovation, un engouement au service du client pour pouvoir atteindre ces objectifs-là. Je te voyais réagir également, du coup, chez Ficha. Est-ce que c'est quelque chose que vous avez valorisé? Ouais, justement, j'avais à peu près la même réponse que Yannick pour le coup. Je pense que nous, c'est très simple, mais en réalité, c'est l'un des premiers critères d'embauche, entre guillemets, chez Ficha. C'est qu'à partir du moment où il y a justement quelqu'un qui veut rejoindre, le premier critère, c'est la motivation et les valeurs justement sociales, environnementales que la personne porte. Et pour cela, d'ailleurs, il y a pas mal de plateformes qui commencent à exister. Je pense à Met Your Planet, par exemple, où justement, on dédie des fiches de poste, tout simplement. Et les gens qui sont sur ce genre de plateforme sont intéressés par des entreprises à impact. Et donc, nous sommes présents notamment sur ce genre de plateforme. On recrute d'ailleurs, j'en profite, un stagiaire, stage bras droit en CEO à partir de janvier 2021. On prend déjà quelqu'un chargé en communication et on les trouve justement sur ce genre de plateforme. Et ça fait plaisir justement de partager tout simplement des convictions. Et on se dit que c'est le meilleur moyen d'intégrer des collaborateurs et de continuer l'aventure dans le bon sens. L'appel est entendu. Et toi, William, est-ce qu'au sein de Meropi, vous avez également un sujet interne de raison d'être ou de valeurs fortes pour vos recrutements ou autres? Non, pas du tout. Non, bien sûr, bien entendu. Ces valeurs, aujourd'hui, elles vont être finalement un petit peu à l'image des deux fondateurs de la société. Donc, pour ma part, je suis de vocation agronome. Et c'est vrai que, vous le remarquez, j'en parle beaucoup. C'est vrai que rentrer dans une société pour aller faire un boulot sur lequel on a été formé, que ce soit en informatique, que ce soit en communication, en marketing, peu importe, sans avoir une sensibilité pour le marché qui est adressé, l'industrie derrière la gestion des déchets, pour nous l'agriculture, forcément ça peut poser problème. Donc c'est quelque chose qui est extrêmement important. Et ensuite, nous, ce qui nous drive énormément, c'est la partie innovation et R&D. Et ce qu'on apprécie, c'est les gens qui ont un côté un peu touche-à-tout, une curiosité naturelle, une envie de découvrir, une envie d'innover, d'aller plus loin, d'apporter des solutions et finalement une vision du monde qui peut paraître pleine de solutions face aux défis de l'avenir, bien sûr. Très bien. François, du côté de Signify, cet engagement au travers déjà de la production, mais de votre neutralité carbone, je suppose que c'est un axe de communication qui aujourd'hui est fort, que ce soit auprès des collaborateurs ou des futurs recrues. En fait, c'est un des piliers du changement, c'est-à-dire que pour changer, il faut initier plusieurs révolutions dans une structure. Philips, en fait, c'est une très vieille maison qui a 130 ans, donc il y a une culture d'entreprise et changer d'identité, changer de business model, il faut aussi changer d'objectif et aussi la manière dont on se regarde. Et donc en 2015, on s'est fixé un agenda pour 2020 où on voulait être neutre en carbone dans nos opérations. La neutralité carbone, c'est un très vaste sujet et ça inclut normalement l'impact des produits qu'on vend. Là, nous, on l'a sorti de notre objectif, mais on s'est donné quelques objectifs comme ça atteignables mais très ambitieux. Pour justement changer la façon dont on se perçoit nous-mêmes, attirer des nouveaux talents parce que il y a des défis dans le changement de business model. Et aussi changer la façon dont nos clients nous perçoivent. C'est la marque employeur, c'est un peu la même. Ça se fusionne beaucoup avec la marque ou l'image qu'on projette. Et quand on fait une transition vers le service,
on vend des services sur des longues durées. Quand on fait des contrats de light as a service dont je parlais tout à l'heure, c'est des contrats qui sont typiquement d'une durée de 10 ans. Les clients qui s'engagent avec nous, ils s'engagent avec un partenaire sur une durée longue. Et donc, ils ont besoin de confiance, ils ont besoin d'associer leur image avec une entreprise qui porte des valeurs qui soient à la hauteur de ce qu'ils veulent projeter aussi à l'extérieur. Et donc, c'est ce changement d'image, cette ambition de devenir le leader du développement durable dans notre secteur de l'éclairage, ce qu'on a réussi à atteindre, et c'est très, très important. Ah, super, parce qu'en fait, je suis super heureux puisque au travers de cette table ronde, je crois qu'on est quand même arrivé à la conclusion, à la démonstration qu'en tout cas, si je reprends tes mots, Yannick, responsabilité et rentabilité, c'était quelque chose qui était possible, qu'il était possible d'avoir un impact dans son entreprise, auprès de ses collaborateurs, auprès de ses clients, mais également sur la société en permettant quelque part d'accélérer la transformation. Et je trouve quelque part que cette table ronde, c'est un beau message d'espoir. Et par rapport à ce que tu disais, Hubert, non, en 2050, je ne crois pas que ce soit fichu. Et merci en tout cas à tous les quatre pour avoir participé à cette table ronde. Et très heureux de suivre vos avancées sur ces différents engagements et sur votre évolution. Merci à toi. Merci beaucoup. Merci au village. Merci à tout le monde. Merci à vous.